Bonsoir à tous et bienvenue sur ce webinaire pour étudier au Canada. On a la chance ce soir d'être accompagné de Sandra et Émilie qui sont sur place dans la région du Québec, si je ne me trompe pas, Sandra. Oui, bonjour. Voilà, et on va attendre quelques petites minutes puisqu'il est 18h01, le temps qu'un grand maximum de participants se connectent. Alors, juste spécifier peut-être quelques petites règles par rapport à l'utilisation de Livestorm pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, vous avez sur votre droite un petit bandeau blanc, et vous avez le chat, les questions, un sondage et l'onglet des participants, de tous ceux qui sont présents. L'objectif de ce soir, c'est de poser un grand maximum de questions à Sandra et Émilie qui sont là pour y répondre forcément sur votre projet d'étudier au Canada, et il faut faire en sorte que ces questions soient le plus génériques possible, générales possible, pour qu'elles puissent convenir à un grand maximum de jeunes. Bien entendu, si vous avez des questions spécifiques pour vous, n'hésitez pas et on va voir dans la mesure du possible de pouvoir y répondre. Mais l'objectif, c'est d'avoir des questions qui soient le plus généralistes possible. Voilà, donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Ce webinaire ne durera que 1 heure maximum. À 19h, nos intervenantes Sandra et Émilie ont des choses à faire, avec le décalage horaire aussi. Donc à 19h, ça s'arrêtera et restez bien jusqu'à la fin, parce que si jamais on n'a pas eu la possibilité de répondre à toutes vos questions, eh bien, elles vous communiqueront des coordonnées pour pouvoir échanger avec eux directement par email, par différents outils, et comme ça, vous pourrez continuer d'échanger avec elles. Voilà, on va attendre encore une petite minute que un grand maximum de jeunes se connectent. Bonjour à tous, il y a pas mal de personnes déjà. Hop. Notamment aussi, chose très intéressante, c'est que vous avez sur l'onglet sondage, on va faire des petits sondages dans ce webinaire. N'hésitez pas à répondre aux questions. Allez-y, hein. Vous pouvez déjà commencer à répondre à la question, à la première question. Quel est votre niveau d'études? Parce que nous, ça va nous permettre, durant ce webinaire, de plutôt orienter nos réponses d'une certaine façon, puisque que vous soyez en terminale aujourd'hui ou par exemple que vous soyez en bac+3, peut-être que les réponses ne seront pas forcément les mêmes. Donc, on va essayer de s'adapter aussi à toutes les personnes qui sont présentes ce soir. Vous pouvez également commencer à poser dès à présent vos questions, et toutes les questions que vous allez poser, eh bien, on va pouvoir les identifier et vous avez la possibilité de les liker, ces questions, pour éviter de la reposer et faire en sorte que cette question soit le plus visible possible et qu'on puisse tout simplement la poser à Émilie ou Sandra. Bon, de ce que je vois sur le niveau d'études, ça a l'air d'être pour l'instant assez serré. On a un peu de tout. On a du bac+3, du terminal, du bac+2, autres. Mais allez-y, répondez au sondage. Allez, ce que je vous propose, c'est de tout simplement commencer. Donc, l'idée de ce webinaire et l'objectif de ce webinaire, c'est de vous aider, de vous accompagner sur cette petite heure pour vous conseiller à étudier au Canada. Je vais commencer par laisser la parole aux 2 personnes qui ont accepté de venir vous aider ce soir, Sandra et Émilie. Et puis ensuite, je reprendrai la parole pour me présenter moi en dernier. Et comme ça, vous comprendrez un petit peu la typologie de questions que vous pouvez poser ce soir, parce qu'elles seront très à même, je suis sûr, de pouvoir y répondre. Je laisse la parole à Sandra pour commencer. Oui, parfait, merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Sandra Jackson.
Je travaille à l'Université de Montréal, donc c'est une grosse université d'études et de recherche qui se situe bien sûr à Montréal. Donc, je vais pouvoir répondre à beaucoup de questions relatives vraiment aux universités en général, mais vraiment beaucoup précisément pour les questions pour l'Université de Montréal également. Merci beaucoup. Oui. Je vais juste faire un petit topo également. Oui. Je travaille principalement avec la clientèle étrangère, donc principalement avec les étudiants français. Donc, tout ce qui touche également la réforme du baccalauréat français, c'est vraiment exactement mon domaine. Super. Ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et là, globalement, par rapport à tous les jeunes qui vont qui vont être là ce soir, globalement, pour les études au Canada, quelle est si toi tu les accompagnes depuis pas mal d'années, qu'est-ce que tu fais pour eux? Comment tu les aides à venir étudier à l'Université de Montréal, par exemple? Ben, c'est sûr qu'un des gros mandats de notre bureau, c'est vraiment d'expliquer notre système scolaire, d'expliquer les démarches, parce qu'on est tout à fait conscient que nos systèmes scolaires sont un petit peu différents. Donc, des fois, on est conscient que les étudiants étrangers, quand ils regardent nos sites web, ils sont un petit peu perdus. Donc, notre but, c'est vraiment de vous donner un maximum d'outils pour que vous compreniez dans quoi vous vous embarquez quand vous venez faire des études chez nous, à quoi ça correspond et tout ça, toutes les étapes pour venir faire vos études et également après, comment ça va se passer. D'accord, super, ben, merci. Donc voilà, si vous avez des questions sur l'Université de Montréal ou étudier à Montréal, eh bien du coup, Sandra sera très à même de pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc allez-y, posez ces questions-là. On va arriver sur cette étape-là juste après. Émilie, eh ben, on te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc, mon nom, c'est Émilie Tremblay. Je suis conseillère pour le projet Je choisis Montréal. Donc, en fait, c'est un projet, en fait, qui aide tous les étudiants qui viennent de l'extérieur du pays à venir faire leurs études sur la ville de Montréal. Donc, en fait, on a un site web qui est très complet avec beaucoup d'informations sur tout ce que vous devez savoir pour faire vos études sur Montréal. Donc, moi, je suis vraiment là, pas pour vraiment parler des programmes, des conditions d'admission, mais vraiment pour vous parler de la ville de Montréal, du travail pendant les études, des démarches à faire pour le logement, le style de vie, le coût de la vie. Donc, vraiment tout ce qui entoure le projet le projet d'études et aussi par rapport aux possibilités d'emploi à la fin de votre cursus scolaire sur Montréal. Donc là, je parle de Montréal, mais si vous avez des intérêts pour d'autres villes, je pourrais aussi y répondre. Voilà. Donc, j'attends vos questions. Super, merci beaucoup Émilie. Donc du coup, globalement, ce que je sais, c'est que avec Je choisis Montréal, c'est un regroupement de plusieurs universités, écoles. Oui, mais en fait, nous, on fait la promotion du Grand Montréal. Donc, en fait, tous les établissements du Grand Montréal, donc de Montréal et sa périphérie, en fait, on les représente, mais on peut parler de ces établissements-là. Donc, que ce soit des universités ou même des collèges donc qui offrent des formations de type Bac plus 2 ou même des formations professionnelles, donc de type Bac Pro. C'est aussi des possibilités pour certains, là, s'il y en a qui sont intéressés. Super. Ben, merci pour toutes ces informations. Donc, je finis par me présenter et puis ensuite on attaque du coup ce webinaire. Donc moi, je me présente Yves Perret, je suis le fondateur de monsalonétudiant.com. Donc c'est une solution dont vous avez très certainement dû entendre parler cette année avec le confinement et le Covid qu'on a pu voir, puisque nous avons tout simplement accompagner un très grand nombre d'écoles à virtualiser leurs événements pour tout simplement rentrer en contact avec vous, pour vous accompagner, vous orienter et vous aider à tout simplement trouver la meilleure orientation possible cette année. Et c'est vrai que vous avez été nombreux à utiliser cette solution puisque sur ces derniers mois, on a eu plus de 700% de croissance de visites et de trafic de jeunes parce que malheureusement, avec le Covid, on était un peu contraints de virtualiser les événements pour vous mettre en relation école et étudiants ou futurs étudiants. Donc, l'idée de ce webinaire, elle vient de vous, en fait. Elle vient de l'ensemble des jeunes qui souhaitent tout simplement avoir des conseils avec toutes les problématiques qu'on a pu voir, cette crise, pour l'année prochaine. Comment faire?
Et donc, l'idée, c'est d'avoir des sujets à thème. Et là, ce soir, on va tout simplement vous aiguiller pour et vous accompagner sur comment étudier au Canada. Donc, on a fait venir ce soir 2 personnes, Sandra et Émilie, qui sont de la région de Montréal, enfin de la ville de Montréal, dans la région du Québec, pour tout simplement vous accompagner. Alors, je vois une première question qui peut être tout simplement très intéressante. C'est sur les études au Canada avec tout ce qui touche au Covid. Comment ça se passe aujourd'hui? Parce que là, on a bien conscience que tout a été chamboulé, vraiment, tout. Comment vous envisagez l'accueil d'étudiants français avec le Covid? Comment se passent les cours? Comment dans la région du Québec ou la ville de Montréal, ça se passe? Est-ce qu'on est confiné? Est-ce que voilà, toutes ces choses-là, je pense que ça peut être intéressant d'avoir votre point de vue avant de rentrer peut-être dans des modalités peut-être plus techniques de comment faire pour postuler. Je peux commencer à donner la parole à Sandra et puis ensuite, Émilie, tu pourras peut-être compléter. Excellent. Oui, parfait. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que chez nous, les systèmes scolaires sont régis par les provinces. Donc, en fonction de la province où vous allez aller, ça peut un peu changer également. Donc, nous, c'est sûr que Émilie et moi, aujourd'hui, on va vraiment vous parler beaucoup plus de la province du Québec. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'étudiants français seulement qui viennent au Québec. Donc, il y a une certaine logique. Donc, au Québec, comment ça se passe? C'est sûr que pour l'instant, au niveau de la COVID, on n'a malheureusement pas de boule de cristal. Mais ça fonctionne un petit peu comme un petit peu partout, c'est-à-dire que présentement, les campagnes de vaccination battent leur plein. Le mot d'ordre qu'on a pour les universités, c'est vraiment que pour l'instant, on prévoit quand même accueillir les étudiants internationaux sur place. Donc, dans les dernières sessions, ça s'est fait beaucoup plus à distance. Les étudiants pouvaient quand même venir à Montréal pour étudier, mais les programmes étaient souvent donnés à distance ou de manière un petit peu multimodale. Et pour septembre, c'est vraiment encore une fois vers ça qu'on s'oriente, c'est-à-dire beaucoup plus le concept de cours présentiels ou multimodal. Donc, oui, ça va être important d'être sur place, mais les cours ne seront pas nécessairement tous donnés en présentiel. Donc, pour l'instant, il est encore un petit peu trop tôt pour vous donner les fins détails de tout ça. Donc, on suit l'évolution de la pandémie de semaine en semaine, voire même au jour le jour avec nos spécialistes de santé publique. Donc, c'est sûr que ça peut encore changer, mais pour l'instant, on se dirige vraiment avec les étudiants internationaux sur la ville de Montréal pour suivre leurs cours, soit carrément en présentiel ou dans une formule d'alternance, de multimodal ou autre. Super, merci beaucoup Sandra pour cette réponse très claire. Est-ce que Émilie, tu aurais un complément d'information? Je pourrais peut-être juste ajouter justement qu'effectivement, pour entrer au Canada, donc c'est possible pour les étudiants internationaux, même si les cours sont donnés à distance, c'est quand même possible de venir sur le territoire. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Par contre, c'est sûr qu'il y a certaines règles, donc il y a une quarantaine qui doit être faite à l'arrivée. Donc, il y a quand même il y a quand même des restrictions qui sont à prévoir, mais sachez que c'est possible pour tous les étudiants de venir sur le territoire. Donc, voilà, au niveau de la ville, je vous dirais, c'est ça, donc comme Sandra le disait, la vaccination va bien. Par contre, c'est sûr qu'on a quand même certaines restrictions. Il y a un couvre-feu qui est à 21h30. Donc, il y a certains commerces de fermés et tout ça. Mais on a bon espoir que dans les prochains mois, ce soit beaucoup plus assoupli, en fait. Ouais, c'est déjà bien mieux que ce que nous avons chez nous, puisque nous sommes en plein confinement et nous avons un couvre-feu à 19h. Donc on serait très heureux de venir au Canada étudier. Visiblement, c'est beaucoup plus souple déjà. Super, merci beaucoup. Et donc là, il n'y a pas de confinement chez vous? Il n'y a pas de confinement dans le même sens du terme qu'on peut l'entendre en France. En France, c'est-à-dire qu'on peut sortir sans avoir d'attestation. Oui. Et en fait, c'est même recommandé de sortir, de prendre l'air. Donc, d'accord. C'est pas tout à fait les mêmes règles. Oui. Par contre, il faut quand même mentionner que les rassemblements ne sont pas permis dans les maisons. Donc, on ne peut pas faire de repas avec des amis ou quoi que ce soit, mais on peut quand même se retrouver à l'extérieur pour quand même s'aérer l'esprit. Bon, super. Bon, je pense que ce soir, il risque d'y avoir pas mal de questions liées à ce changement, chamboulement, vaccin, etc., Covid. Mais voilà, ça permettait d'avoir une petite intro par rapport à ça. On peut rentrer sur une autre question qui me paraît être là, rentrer dans le vif du sujet.
Une question de Gabriel Héroldi qui dit « Bonjour, quelles sont les étapes administratives à suivre pour pouvoir étudier au Canada? Visa, assurance et bien sûr vaccin, 3 petits points. » Alors, du coup, Sandra, je te laisse commencer. Oui, je peux bien commencer. Donc, pour venir étudier au Québec, ça prend plusieurs choses. Donc, souvent, les étudiants, les Français sont déjà venus en vacances au Québec et ils ont remarqué que ça prenait absolument rien pour venir chez nous. C'est pas du tout le même système lorsqu'on vient pour étudier. Donc, c'est sûr que la première chose que vous devez avoir, c'est une lettre d'admission d'une université. Vous ne pouvez pas commencer aucune démarche tant que vous n'avez pas cette lettre d'admission. Donc, vraiment, la première étape, c'est de trouver votre université, de faire une demande et d'obtenir la lettre d'admission. Dès que vous avez cette lettre d'admission, qui peut être une lettre d'admission conditionnelle, hein, si jamais vous êtes présentement au lycée ou en train de terminer votre licence pour entrer en master chez nous, on peut vous offrir une lettre d'admission qui est conditionnelle, bien sûr, à la réussite de votre baccalauréat ou à la réussite de votre licence. Mais dès que vous avez cette lettre d'admission conditionnelle et définitive, vous pouvez commencer les démarches. Donc, chez nous, on a 2 paliers de gouvernement, donc le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Et du coup, il y a 2 documents à obtenir. Le premier document, c'est vraiment ce qu'on appelle un certificat d'acceptation du Québec, un CAQ, donc c'est un document administratif de la province du Québec. Et ensuite, au niveau du gouvernement fédéral du Canada, il faut obtenir le permis d'études. S'ajoute à ça d'autres petits documents. On peut vous demander, par exemple, pour certains ressortissants de certains pays, il est possible qu'on vous demande un visa. Ce n'est pas le cas pour les citoyens français, mais si vous venez d'un autre pays, validez parce que dans certains cas, on exige un visa en plus des 2 premiers documents dont je vous ai parlé. On peut ajouter également, mais là, c'est vraiment des petits documents. Lorsque vous êtes prêt à venir, il faut avoir une AVE, une attestation de voyage électronique. Donc, c'est des choses qui s'obtiennent très rapidement. Ce n'est pas des gros documents. Les gros documents, c'est vraiment le certificat d'acceptation du Québec et le permis d'études et le visa si vous en avez besoin. Maintenant, rassurez-vous, habituellement, les universités ne vous laissent pas seuls dans ces démarches-là. Donc, quand on admet un étudiant international, un étudiant étranger, on sait que vous n'êtes pas de chez nous, on sait que vous avez besoin de faire ces démarches-là. Donc, on vous accompagne dans l'obtention de ces démarches-là qui se font en général sur Internet, donc pas besoin de se déplacer. C'est sûr que les délais sont un peu longs en ce moment, donc le mot d'ordre, si jamais vous voulez venir en septembre prochain, dépêchez-vous! On va d'ailleurs avoir un sondage à ce niveau-là. Donc, je le rappelle pour toutes les personnes qui sont là et qui nous écoutent. Si vous allez sur l'onglet sondage, on a des petites questions qui sont importantes pour nous pour savoir un peu globalement comment orienter les réponses à nos questions. Je vous invite à tous y répondre pour la simple et bonne raison, c'est qu'à la fin, on va pouvoir commencer à savoir un peu quelle est l'audience qui est là ce soir et ce sur quoi on doit se focaliser. Donc, vous avez la question « Où souhaitez-vous étudier au Canada ?» À quel moment souhaitez-vous partir étudier au Canada? Ça va nous permettre de savoir si vraiment vous souhaitez étudier pour septembre. À ce moment-là, on peut vous donner des conseils sur les procédures express. Après, si vous souhaitez étudier pour janvier 2022 ou septembre 2022, pardon, il y a une coquille sur le sondage, c'est septembre 2022 ou autre. Donc, voilà, n'hésitez pas à remplir ce sondage et comme ça, on pourra orienter le débat. Alors, d'autres questions. Émilie, est-ce que tu voudrais compléter par rapport à toutes ces procédures Oui, j'avais peut-être 2 petites choses parce que l'étudiant parlait aussi des assurances. Donc, je vais juste mentionner qu'au niveau des assurances, donc lorsque vous avez la nationalité française, il y a une entente de sécurité sociale entre la France et le Québec. Donc, en fait, ça vous permet d'obtenir l'équivalent de la carte vitale qui nous s'appelle la carte Soleil au Québec. Donc, pour les Français, c'est un très bon avantage. Donc, ça, c'est ça. Puis, on parle aussi du vaccin. Donc, pour l'instant, le gouvernement du Canada n'exige pas la preuve de vaccination à l'entrée sur le territoire pour l'instant. Par contre, est-ce que ça le deviendra dans les prochains mois lorsque la vaccination sera plus répandue dans certains pays et à tous les groupes d'âge? Mais peut-être, mais ça change de semaine en semaine. Donc, il faut vraiment vérifier à tout moment. Voilà. Ça peut donc être globalement une obligation. Par exemple, si je si je suis accepté pour partir en septembre au Canada, là aujourd'hui, on ne me demande pas de vaccin. Peut-être qu'en septembre, avant de prendre l'avion, on me le demandera. On ne sait jamais, voilà, on sait pas, parce que les gouvernements peuvent imposer des nouvelles mesures. Donc, nous, on le voit, comme le gouvernement français, en fait, à chaque semaine, il y a des nouvelles règles qui s'imposent pour l'immigration. Donc, pour l'instant, non, mais est-ce qu'on ne peut pas garantir que ça ne sera jamais le cas?
Super, très bien, merci. Eh bien, peut-être une question pour toi, Émilie, puisque tu touches une zone peut-être un peu plus large avec un regroupement d'écoles. Une des questions qui est amenée à être posée, c'est comment obtenir des bourses pour venir étudier au Canada? Est-ce qu'il y a des possibilités pour les Français d'obtenir des bourses? Oui, ben déjà, la question est en différents volets. Puis Sandra pourra compléter au niveau des universités parce que je sais que certaines universités ont certaines bourses, mais encore une fois, c'est géré pour chacune des universités. Donc, il faut, déjà, la question numéro un, c'est oui, il existe des bourses. Par contre, elles ne sont pas en quantité industrielle. Donc, c'est quand même, donc il faut quand même valider là. Je vous dirais, je pense qu'il y a beaucoup plus de bourses qui existent au niveau de la recherche. Donc, lorsque vous êtes rendu au master et au doctorat, il y a quand même plus de bourses qui sont disponibles. Au niveau des étudiants français, ce qui est très important de savoir, c'est qu'il y a une entente au niveau des frais de scolarité entre le gouvernement de la France et le gouvernement du Québec. Donc, en fait, quand vous êtes un étudiant français, vous pouvez bénéficier de frais de scolarité qui sont réduits. Donc, lorsque vous êtes au baccalauréat, donc nous, c'est notre bachelor, donc le bac plus 3, les frais qui sont à payer sont les frais des Canadiens non résidents du Québec. Donc, c'est quand même beaucoup moins cher que les étudiants internationaux. Et lorsque vous êtes au master et au doctorat, c'est les mêmes frais que les étudiants du Québec. Donc, en soi, ça constitue une sorte de bourse dans le sens où vous payez moins cher que toutes les autres nationalités. Ensuite, il existe donc différents types de bourses. Donc, dans les universités, je vais laisser Sandra compléter là, pour savoir quel type de bourses sont disponibles. Sinon, il y a aussi des organismes de recherche qui en fait, octroient des bourses selon votre domaine de recherche lorsque vous êtes au master et au doctorat. Donc ça, il faut vraiment valider. Donc, en fait, nous, sur notre site web, on a recensé là, toutes les sortes de bourses qui sont disponibles pour les étudiants internationaux. Donc, il faut vraiment voir si vous correspondez aux critères d'admission pour déposer une demande de bourse. Puis, je tiens aussi à dire que au-delà de la bourse, il y a aussi la possibilité de financer ses dépenses courantes en travaillant pendant ses études. Donc, les étudiants, avec leur permis d'études, ont le droit de travailler à temps plein sur campus ou sinon à l'extérieur du campus 20 heures par semaine pendant les semestres et à temps plein pendant les congés scolaires. Donc, c'est quand même un bon moyen d'avoir de l'argent de poche pour payer son logement, ses dépenses courantes. Donc, voilà, je vais laisser Sandra compléter. C'est en effet une des questions qui revient, c'est le travail une fois sur place. Et je pense que ça peut être un petit, on peut peut-être revenir un peu plus tard là-dessus pour peut-être un peu plus développer. Parce qu'en effet, beaucoup de jeunes se posent la question du financement. Donc, à la fois bourse, mais si on n'a pas la bourse, est-ce qu'on peut légalement, parce qu'on se dit on vient étudier au Canada, mais est-ce que légalement on peut venir aussi en plus avoir un job à côté? Des fois, c'est pas le cas de partout. Donc ça peut être un sujet intéressant de revenir un petit peu dessus pour détailler. Mais on va finir du coup sur la bourse avec Sandra. Oui, parce que je vois que c'est des questions qui reviennent souvent, donc je pense que c'est intéressant d'aller assez profondément dans ce sujet. Donc, comme disait Émilie, oui, il y a des bourses subventionnaires qui sont d'organismes subventionnaires qui ça touche beaucoup plus les études de recherche, donc master, doctorat de recherche. Par contre, au niveau des droits de scolarité, comme disait Émilie, les ententes gouvernementales avantagent énormément certains étudiants par rapport à la citoyenneté. Émilie parlait des Français, mais je vois justement qu'on a une question d'Ariel, qui est une étudiante belge. Donc, c'est le cas également des Belges francophones. Vous avez également des tarifs préférentiels pour venir étudier chez nous. À l'Université de Montréal, et là, je ne peux parler que pour l'Université de Montréal parce que chaque université gère un petit peu son programme de bourse d'admission différemment. À l'Université de Montréal, on a mis en place un énorme programme de bourse d'admission qui sont un petit peu, comment dire, le montant que vous allez recevoir est très variable en fonction de votre niveau scolaire. Ces bourses-là ne sont pas accessibles aux étudiants qui bénéficient déjà des ententes gouvernementales. Donc, si vous êtes français ou belge francophone, malheureusement, ces bourses-là ne sont pas pour vous parce que vous avez déjà des droits de scolarité qui sont très, très faibles. Par contre, je vois qu'on a des étudiants qui posent des questions qui viennent de d'autres pays. Mais dans ce cas-là, oui, ces bourses-là peuvent s'appliquer à vous. Vous n'avez pas besoin de les demander. Nous, quand on reçoit votre demande d'admission, on regarde un petit peu votre dossier scolaire. On regarde justement si vous avez droit à ces bourses. Et si vous y avez droit, bien, automatiquement, on vous la donne. Donc, ça peut être intéressant aussi. D'accord, donc ça c'est très bien. Donc c'est automatique en fait. Une fois qu'on est accepté dans une université, c'est l'université qui compile l'ensemble des infos et si on y a droit, on l'a.
Oui, donc il y a des bourses déjà très intéressantes au niveau des études de premier cycle. Les études du premier cycle, comme disait Émilie, c'est ce qu'on appelle chez nous le baccalauréat qui correspond à votre licence. Et les bourses également qui sont admissibles au cycle supérieur, donc ce que nous appelons la maîtrise, donc votre master et le doctorat. Dans ce cas-là, les bourses sont très, très, très intéressantes. D'accord, super, parfait. Alors, pour pas oublier plus tard, peut-être qu'on pourrait échanger sur le travail au Canada pour tous les étudiants qui souhaitent financer. Alors, juste une petite parenthèse à tous les jeunes qui nous écoutent. N'hésitez pas à poser un maximum de questions, c'est maintenant parce qu'après, il nous reste encore 30 minutes. Donc, posez un maximum de questions, comme ça, on essaie de les faire passer à l'antenne et on espère qu'on aura une réponse qui vous conviendra. Donc là, je vois pas mal de questions qui se recoupent un peu sur le travail. Globalement, comment ça fonctionne pour un jeune Français ou Belge, voilà, qui correspond aux critères d'éligibilité pour venir intégrer une université au sein de la région du Québec, pour tout simplement travailler en même temps de faire des études. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce il doit faire des demandes spécifiques? Voilà, je pense qu'à mon avis, ça vaut bien le coup de faire un petit résumé là-dessus. Bien sûr. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur du permis d'études que vous allez avoir pour venir étudier chez nous, vous allez avoir un permis de travail qui est intégré. Et comme disait Émilie tout à l'heure, ce permis de travail vous permet de travailler, bien sûr, sur le campus, mais à l'extérieur du campus, donc n'importe où à Montréal, jusqu'à concurrence de 20 heures par semaine. Et là, il faut faire attention avec le 20 heures par semaine. C'est vraiment un plafond légal. Par contre, honnêtement, 20 heures par semaine, c'est énorme. Spécialement si vous ne connaissez pas notre système scolaire, il faut garder en tête que le projet de venir étudier au Canada ou au Québec, peu importe, ça reste un projet académique, c'est un projet scolaire. Le but, c'est de faire des études et de réussir ces études. Donc, c'est quand même dommage si vous travaillez beaucoup trop et ça finit par finir par un petit peu entacher votre dossier scolaire. C'est vraiment pas le but de la chose. Donc, il faut faire un petit peu attention avec ça pour ne pas trop travailler, spécialement au début. Par contre, je vous rappelle qu'en Amérique du Nord, c'est la norme, tous les étudiants travaillent. Donc, c'est vraiment pas quelque chose d'étrange. J'ai rarement connu des étudiants qui ne travaillaient pas. Maintenant, c'est juste à vous de doser, voir à quel niveau de nombre d'heures par semaine vous êtes à l'aise de faire sans que ça vienne un petit peu jouer dans le temps que vous devez consacrer aux études. Donc, peut-être que pour la première session, c'est une bonne idée de commencer à juste 5-6 heures par semaine, juste voir si ça convient ou non. Bien sûr, vous pouvez travailler beaucoup plus durant l'été ou durant les congés. Et le travail, honnêtement, ça a des avantages souvent que les jeunes ne voient pas. Bon, c'est sûr qu'on voit tout de suite l'avantage monétaire d'avoir un petit salaire. Ça peut être intéressant parce que souvent, les parents aident pour le financement des études, mais ils n'aident pas du tout pour le petit voyage à New York ou le petit voyage à Boston. Donc, c'est sûr que ça peut être intéressant d'avoir un petit peu d'argent de poche également à soi. Par contre, ça peut également aider énormément au niveau de la débrouillardise. Vous allez voir que chez nous, dans le monde du travail, on donne énormément de responsabilités aux jeunes. C'est vraiment pas que des petits postes pour aller flipper des burgers. Il y a vraiment des emplois intéressants, même pour les étudiants. Donc, ça permet parfois de mettre en œuvre des choses qu'on apprend à l'université. Ça permet de sortir un petit peu de l'université avec un certain bagage qui peut être intéressant aussi. Autre chose, ça permet beaucoup à Montréal, et là, Émilie, je pense que tu vas être d'accord avec moi, ça permet de pratiquer son anglais. Montréal, c'est une ville qui est bilingue, donc dans le petit travail, c'est intéressant de pouvoir justement parler continuellement, de passer du français à l'anglais. Souvent, ça débloque un petit peu la gêne qu'ont certains étudiants de parler anglais, donc ça peut être intéressant aussi. Super. Émilie, je peux me permettre aussi d'ajouter, là, parce que j'ai vu certaines questions des gens, donc comment faire pour trouver un travail. Je dirais, en fait, il y a beaucoup, donc contrairement à d'autres pays, comme Sandra le disait, c'est vraiment tous les étudiants travaillent. Donc, il y a beaucoup d'emplois qui sont créés pour des étudiants, donc dans des cafés, des boutiques, des restaurants. Donc, les employeurs sont habitués à ce que les étudiants travaillent seulement quelques jours par semaine avec des horaires flexibles. Même quand vous avez des examens, vous pouvez demander à votre chef, justement, est-ce que je peux déplacer mon horaire parce que j'ai de l'étude? Donc, ils sont très souples parce que c'est très commun chez nous. Donc, trouver un emploi, c'est relativement facile parce que en fait, il y a des opportunités partout. Donc, on vous suggère, lorsque vous arrivez sur place, d'identifier ce que vous souhaitez faire, aller porter votre CV, puis c'est généralement très facile. Aussi, quelque chose qui est important aussi à mentionner. Donc, en fait, c'est ça. Donc c'est très facile. Puis
aussi, selon le domaine dans lequel vous étudiez, c'est aussi possible d'avoir un emploi qui est un peu plus qualifié. Donc, par exemple, vous travaillez dans le domaine de l'informatique, bien, il y a plein de boîtes qui cherchent des jeunes qui sont à temps partiel. Donc, déjà, ça vous permet d'avoir une expérience très qualifiée par rapport à votre travail. Et même ça, ça peut vous déboucher sur un emploi permanent à la fin de vos études. Donc, c'est pas seulement les petits boulots. Donc, oui, il y a ça, mais il y a aussi des emplois plus qualifiés dans votre domaine d'études qui peuvent être très intéressants. Puis, de notre côté, l'organisme pour lequel je travaille, en fait, on offre des opportunités d'emploi pour les étudiants qui viennent de l'international. Donc, vu que vous connaissez un peu moins le milieu de l'emploi, bien, on a une page avec que des offres d'emploi qui sont disponibles pour les étudiants qui viennent de l'étranger. Donc voilà, donc c'est quand même très intéressant comme solution. Super, ben merci beaucoup pour toutes déjà ces compléments d'information. Alors juste par rapport au sondage, là ce qu'on voit, c'est où souhaitez-vous étudier au Canada? On a déjà 65% qui veulent étudier au Québec. On a 21% en Ontario et puis tout le reste ailleurs. À quel moment souhaitez-vous partir étudier au Canada? On a 42% pour septembre 2021. Donc c'est là demain. Et donc ça peut être un sujet qu'on peut échanger parce que je m'excuse Sandra, j'ai oublié de te faire introduire rapidement les petites écueils et les petits conseils. On va peut-être le faire maintenant. Et on a 27% pour janvier 2022 et 25% pour septembre 2022. Donc voilà, on a des jeunes qui veulent partir pour septembre. Donc quand on veut partir au Canada, c'est un peu demain. Et donc ça peut être un sujet qu'on peut échanger. Mais je peux te laisser peut-être la parole, Sandra, pour peut-être, à moins qu'on ait déjà abordé ces sujets d'intro. Non, ben en fait, je vais juste quand même répondre à ces 40 quelques % des gens qui veulent partir pour septembre. J'espère qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà commencé les démarches, donc peut-être déjà fait des demandes d'admission. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, les demandes d'admission se font directement dans les universités. Donc, vous pouvez choisir une université, 2, 3, donc faire 2, 3, 4 demandes d'admission. Nous ne sommes pas sur Parcoursup. Donc, c'est vraiment, chaque demande se fait dans chacune des universités qui vous intéressent. Par contre, normalement, pour rentrer en septembre prochain, la date limite normale pour un étudiant international, c'était plutôt autour de février-mars. Donc là, c'est sûr que la date est un petit peu dépassée. Par contre, il y a encore beaucoup de programmes qui sont disponibles, qui sont ouverts à l'admission, mais c'est sûr que les gros programmes très, très en demande, malheureusement, ne sont plus disponibles pour septembre prochain. Donc ça, c'est le premier petit bémol. Le deuxième petit bémol, c'est que même si le programme est encore ouvert, vous allez devoir pédaler énormément pour avoir vos documents d'immigration en temps. C'est encore faisable, donc il n'y a pas de souci. Je ne veux surtout pas nécessairement briser des règles ou quoi que ce soit, mais vraiment, le mot d'ordre, c'est dépêchez-vous, validez si les programmes qui vous intéressent sont encore disponibles et s'il est, faites une demande d'admission rapidement et démarrez vos démarches d'immigration très, très rapidement également. Donc, ça serait mon petit mot d'ordre. Sinon, également, juste un petit rappel à savoir quand partir, parce qu'on voit beaucoup de questions, à savoir des gens qui sont en terminale, en deuxième année de licence, troisième année ou autre. Le système scolaire chez nous est très similaire au système LMD, licence, master, doctorat, mais ce n'est pas les mêmes noms, comme je disais tout à l'heure. Et le meilleur moment pour partir, c'est à la fin d'un cycle. Donc, à la fin de votre lycée, donc à la fin de votre terminale, de venir débuter votre programme universitaire chez nous, ou à la fin de la licence en France, de venir faire la maîtrise, donc ce que vous appelez le master, ou à la fin d'un master en France, de venir faire un doctorat. C'est vraiment les meilleurs moments pour changer le système scolaire, c'est à la fin d'un cycle, parce que on a beaucoup de facilité à reconnaître le diplôme. Par contre, à l'intérieur d'un diplôme, on ne fonctionne pas nécessairement de la même manière. Donc, pour nous, une personne qui est en licence 1, malheureusement, il n'y a pas de passerelle toujours très, très claire. Donc, souvent, on va lui demander de recommencer. Donc, si jamais vous êtes en licence 2 présentement, comme j'ai vu dans quelques cas, licence 2, moi, mon conseil, ça serait peut-être terminer votre licence en France pour après ça venir faire un master chez nous, ou alors essayer de venir faire un échange universitaire, un genre d'Erasmus, mais c'est pas l'Erasmus vu que c'est avec nous. Si jamais nos universités ont des ententes bilatérales, et plusieurs universités ont des ententes avec des établissements scolaires français, avec des universités françaises, donc ça peut être une idée si vous voulez juste partir une année. Parce que changer carrément de système scolaire alors que vous êtes en L2, ça sera peut-être pas le meilleur des scénarios, sauf bien sûr si nos deux universités ont des ententes de double diplôme, de choses comme ça. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à la question. C'est très bien. Merci beaucoup. Émilie, des petites questions qui peuvent peut-être t'intéresser. La limite d'âge, ça c'est un sujet.
pour postuler généralement dans les écoles universités? Est-ce qu'il y en a une? C'est une très bonne question. C'est une question qu'on a souvent. La réponse officielle, en fait, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge. Donc, en fait, n'importe qui peut entreprendre des études au Canada, en tout cas au Québec. Par contre, donc, que vous ayez 18, 20, 30 ans, 40 ans, vous pouvez faire une demande d'admission et avoir, donc vous pouvez le faire. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est qu'au niveau de l'immigration, votre projet doit être cohérent. Donc, si vous êtes un étudiant, donc en fait, votre projet doit être cohérent pour que le gouvernement vous donne le permis d'études. Donc, si par exemple, vous êtes une personne qui avait, je sais pas, une licence en biologie, vous travaillez depuis 20 ans dans le domaine, puis vous voulez faire une autre licence de biologie, donc un parcours qui est similaire au vôtre ou qui est plus bas que ce que vous avez déjà. Donc, en fait, eux, ils vont regarder si votre demande fait du sens avec votre parcours. Donc, pourquoi vous voulez venir faire des études dans le pays. Donc, c'est vraiment ça qu'ils vont regarder. Donc, il n'y a pas de limite d'âge, mais il faut vraiment que votre cheminement soit cohérent. Donc, est-ce que si vous voulez changer de domaine, ben, c'est la reconversion professionnelle. Donc, il faut prouver pourquoi vous voulez changer de domaine. Donc, c'est quand même, donc c'est juste ça qui est très important. Par contre, vous pouvez faire une demande d'admission sans problème dans un programme. Super, merci. Sandra, si tu avais des choses à rajouter ou c'est bon? Non, c'est parfait. Merci, c'est très clair. Et en fait, pour rassurer tous ces jeunes-là, parce que j'essaie de me mettre à leur place aussi par rapport à cette démarche qui, à leur âge, eh ben, elle est peut-être pas facile parce qu'ils se disent, je vais quitter ma famille pendant un an, je reviendrai peut-être pas pour Noël parce que, avec les complexités, billets d'avion, etc. C'est quoi la proportion de jeunes de jeunes étrangers qui viennent étudier dans toutes ces universités de la région au Québec? Est-ce qu'il y a des statistiques par peut-être pays, France, Belgique, d'autres pays? Est-ce qu'on peut communiquer ce type-là pour leur montrer qu'il y a une communauté peut-être qui est sur place et qui pourra peut-être les accueillir, les aider? Ben, moi, j'ai quelques chiffres, là, Sandra, si tu me permets d'y aller. Donc, en fait, dans le Grand Montréal, donc en fait, effectivement, Montréal, c'est une ville qui est très connue pour donc, en fait, c'est une ville qui est très multiculturelle. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. Sur l'île de Montréal, il y a une personne sur 3 qui est née à l'extérieur du Canada. Donc, c'est vraiment une ville qui est très multiculturelle. Donc, on peut vraiment rencontrer des gens soit de sa culture ou même de d'autres cultures, donc c'est vraiment riche. Puis c'est une ville qui est très prisée des étudiants internationaux. Donc, l'année dernière, on comptait 41 000 étudiants qui venaient de partout dans le monde, donc qui n'étaient pas du Canada, donc c'est quand même vraiment beaucoup. Puis sur ce chiffre-là, il y en avait 37 000 qui étaient au niveau des universités. Puis en fait, pour Montréal, 75% des étudiants qui viennent au Québec choisissent Montréal comme ville, donc vous ne serez pas seul. Et dans ces 41 000-là, le plus grand contingent d'étudiants, c'est des Français. Donc, il y a vraiment une grande communauté française, mais aussi une grande communauté marocaine, chinoise, indienne, tunisienne, sénégalaise. Donc, c'est vraiment très complet. Donc, effectivement, vous ne serez pas seul. Puis dans les universités aussi, mais justement, il y a des groupes d'appui. Donc, quand vous arrivez, je sais qu'il y a des conseillers qui sont là pour l'intégration, si vous avez des questions. Donc, les étudiants internationaux sont les bienvenus et très bien accueillis. Super. Je pense que c'est la typologie d'informations qu'ils ont besoin aussi d'entendre pour justement les aider. Autre question de Mélodie qui dit « Bonjour, je suis en Bac+5 sciences cognitives et j'aimerais effectuer mon doctorat en neuropsychologie au Canada. Comment on fait? Typiquement, pour cette personne-là, quelle serait la démarche pour elle? Pas forcément de rentrer dans ce master, dans ce doctorat spécifique, mais comment est-ce qu'elle peut se mettre à chercher le bon doctorat pour elle? Comment est-ce qu'elle peut candidater? Parce que ça pourra s'appliquer, je suis certain, à tous les autres masters ou tous les autres masters spécifiques ou doctorats spécifiques. Quelles seraient les étapes pour elle? Si tu veux, Billy, je peux y aller? Oui, c'est ça, oui, c'est ce que je suggère. Voilà. D'accord. En fait, je vais donner une réponse générique pour tous les doctorats et après, je vais donner une précision pour psychologie parce que psychologie, c'est l'exception qui confirme la règle. Ah, donc, eh ben voilà.
Et bien voilà, il fallait tomber dessus. Donc, si présentement, vous êtes en train de faire un master de recherche, vous voulez poursuivre vos études au doctorat chez nous, et là, je vais parler pour l'Université de Montréal, mais c'est assez semblable d'une université à l'autre. La première étape pour faire un doctorat, habituellement, c'est de trouver son directeur de recherche. Donc, normalement, la première étape, c'est de faire une demande d'admission quand on veut rentrer dans une université. Mais c'est vrai que pour le doctorat, la relation avec le directeur de recherche est tellement importante que c'est quand même bien si on peut trouver son directeur de recherche dès le début. Les directeurs de recherche, comment est-ce qu'on les contacte? Bien, rassurez-vous, pas besoin de les connaître personnellement ou d'être sur place. Ils ont vraiment l'habitude qu'on les contacte par email, par courriel. Donc, si vous allez sur les sites des départements, des programmes qui vous intéressent sur les universités, vous allez voir quel professeur travaille sur quoi. Nous, à l'Université de Montréal, on a des guides également pour vous aider à trouver et à communiquer avec votre directeur de recherche. Et là, c'est sûr que lorsque vous communiquez avec un directeur de recherche potentiel, le but, c'est de voir un petit peu quel est l'avantage pour le directeur de vous prendre comme doctorant ou comme doctorante. Donc, c'est sûr que lui, il va vous rémunérer, il va vous payer. Donc, il faut vraiment qu'il y ait vous ayez une petite valeur ajoutée dans son équipe de recherche également. Donc, c'est sûr que ce qu'on donne comme conseil souvent, c'est de ne pas simplement écrire une lettre très, très typique, là. Il faut vraiment qu'il y ait un lien entre ce que vous voulez faire et les sujets de recherche du professeur. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence. Si on veut, Émilie, tout à l'heure, parlait de cohérence de projet d'études. Donc, ça a encore tout son sens, d'autant plus pour le doctorat. Vous pouvez quand même déposer une demande d'admission et faire la recherche pour trouver un directeur de recherche simultanément. Mais vraiment, c'est une étape à ne pas oublier. Ce qu'il faut savoir également, quand je parlais des dates butoirs pour déposer une demande d'admission pour les universités, je ne peux pas parler pour l'ensemble des universités, mais c'est vrai qu'au doctorat, souvent, c'est un peu plus flexible. Lorsque finalement, vous voulez faire un doctorat dans un domaine particulier, ben, souvent, on peut vous intégrer, même si les dates butoirs ne sont pas tout à fait respectées, parce que justement, au doctorat, c'est beaucoup moins des cours, ce sont des séminaires et c'est beaucoup de la recherche, du travail avec son directeur de recherche. Donc, c'est un petit peu moins problématique si on ne suit pas vraiment le cheminement que suivent l'ensemble des étudiants, puisque chacun a un petit peu son cheminement. Donc, ça serait vraiment mon conseil pour les doctorants en général, allez fouiller un petit peu pour trouver votre directeur de recherche. C'est également votre meilleur allié pour les bourses, parce que bien sûr, dès qu'on parle de doctorat, on parle de financement, d'argent. Donc, les universités sont absolument très généreuses avec leurs doctorants. Donc, ça vaut la peine d'aller fouiller un petit peu pour ça. Maintenant, l'exception pour psychologie, c'est simplement si jamais vous souhaitez devenir psychologue. C'est un petit peu différent le cheminement au Québec. Comme j'expliquais tout à l'heure, normalement, la majorité des études, on fait un bac, après ça, on peut faire une maîtrise et après, on fait un doctorat. Si jamais vous voulez devenir psychologue pratiquant, donc vraiment pratiquer la psychologie chez nous, c'est directement le doctorat. Donc, il n'y a pas de maîtrise pour devenir psychologue. On fait le baccalauréat et on passe directement au doctorat pour devenir psychologue. Il existe une maîtrise, mais c'est plutôt une maîtrise de recherche pour faire de la recherche. Donc, le métier de psychologue nécessite vraiment de faire le doctorat de psychologie et je dois vous avouer, je pense que c'est un peu partout pareil, mais ce sont des programmes qui sont excessivement contingentés. Donc, on a très peu de place pour beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, si jamais votre but, c'est vraiment de devenir psychologue, sachez que ça prend des dossiers assez béton. Super, ben merci beaucoup pour toutes ces réponses. Ah, il y a un écho. Concernant, il y a une question qui est assez technique, je sais pas, mais on a parlé tout à l'heure un petit peu des visas. Il y a une question qui revient, une question de Laurie qui parle, le visa canadien est valable combien de temps? Et après expiration du visa, que faut-il faire? Parce qu'en effet, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être cette envie d'intégrer le Canada, enfin, d'aller vivre au Canada, et les études sont un bon moyen pour mettre un premier pied à l'étrier et peut-être une fois sur place pendant les études, décrocher un stage et puis après le stage de fin d'études, peut-être être embauché. Voilà. Il y a toutes ces ambitions aussi de la part des jeunes qui sont de se dire, ben voilà, c'est mon projet professionnel, c'est de partir aller faire mes premières armes au Canada. Et donc, les études, ça va être un premier pied à l'étrier. Comment ça fonctionne pour cette typologie d'étudiants qui souhaitent d'abord étudier et qui souhaitent continuer après? Je peux commencer une première partie de réponse et je vais laisser Émilie terminer. Super. Donc, sur la durée des documents d'immigration, en fait, ben, il coïncide bien sûr avec la durée de vos études. Donc, si on vous admet dans un baccalauréat de 3 ans, eh bien, votre permis d'études sera également d'une durée de 3 ans.
Sauf, bien sûr, il faut savoir que le permis d'études, c'est quelque chose qui est collé sur votre passeport. Donc, faites attention, si jamais votre passeport arrive à échéance dans 7-8 mois, bien malheureusement, on vous donne un permis pour 7-8 mois uniquement. Donc, c'est intéressant de garder en tête, là, si jamais c'est un projet que vous avez de venir faire des études chez nous, regardez donc la date de validation de votre passeport pour voir si ce serait pas intéressant de le renouveler dans une optique de faire les papiers pour la bonne durée. Donc, si jamais pour une raison X, Y, Z, vos études se poursuivent, par exemple, vous décidez au bout de la première année que finalement, non, la criminologie, ça ne vous intéresse plus, vous voulez faire des neurosciences, vous changez de programme. C'est quelque chose qui se fait assez souvent chez nous, de réaliser qu'on n'est pas nécessairement dans le bon programme et de voir comment finalement on peut bifurquer. Donc, c'est sûr que ça peut rallonger la durée des études. Dans ce cas-là, il y a des mécanismes qui vous permettent de rallonger également la durée de votre permis d'études. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la fin, une fois que vous avez diplômé? Là, il y a toutes sortes de mécanismes qui peuvent se mettre en branle pour vous permettre de rester. Je vais laisser Émilie en parler. Oui, donc effectivement, le gouvernement canadien a mis en place des structures justement pour permettre aux diplômés du Canada qui viennent de l'étranger de poursuivre leur séjour chez nous. Donc, lorsque vous terminez votre formation, vous avez en fait la possibilité de demander un permis de travail post-diplôme auprès du gouvernement du Canada. Donc, et ça, c'est très important de le mentionner, ça ne vous est pas donné à la fin de vos études, il faut le demander. Vous avez jusqu'à 90 jours après la fin de vos études pour faire la demande. Et suite à ça, donc en fait, le gouvernement va vous donner un permis de travail post-diplôme de la valeur qui est équivalente à celle de vos études ou maximum de 3 ans. Donc, si vous avez fait un programme de 1 an, vous allez avoir un permis de travail de 1 an, 2 ans ou 3 ans maximum. Donc, pendant ce permis de travail post-diplôme, il vous permet en fait de travailler dans les entreprises de votre choix. Donc, c'est pas lié à un employeur spécifique. Vous pouvez changer au fil du temps. Puis, ce permis de travail-là est bon pour tout le Canada. Donc, si vous allez travailler 1 an à Toronto, 2 ans sur Montréal, ça, c'est possible. Et donc, pendant ce temps-là, en fait, le permis de travail post-diplôme, en fait, vous permet de rester sur le territoire et de faire une acquisition de l'expérience de travail pour ensuite, ça vous permet de postuler ensuite à la résidence permanente. Donc, en fait, il faut demander un CSQ, donc un certificat de sélection du Québec, et ensuite la résidence permanente. Donc, ça, c'est un autre chemin qui est quand même plus long. Donc là, je ne rentrerai pas là-dedans parce que c'est un peu complexe, mais sachez qu'il y a possibilité de rester après les études sans problème. Voilà. Super, merci, c'était très clair et je pense que ça a bien aidé, bien aiguillé les jeunes qui ont, je pense, des échos que j'ai, envie de souvent faire ça. J'ai une question d'Ariel qui dit « J'aimerais commencer mon master en septembre 2022, donc dans quelques temps. À quel moment ça serait bien de commencer les démarches auprès des universités? Est-ce que vous pouvez nous aider dans ces démarches? Merci. » En fait, c'est un master, c'est ça? Elle aimerait commencer son master en septembre 2022. Donc, j'imagine qu'elle doit faire sa dernière année de bachelor cette année. Parfait. En fait, la première des choses, elle peut déjà commencer à regarder dans les différentes universités laquelle offre le master qui l'intéresse le plus. Ça, c'est vraiment à faire dès maintenant, il n'y a aucun souci. Par contre, pour déposer la demande d'admission, souvent les universités ouvrent le processus ou leur système d'admission vers le mois de septembre, octobre de l'année qui précède. Donc, je sais par exemple que chez nous, si elle voulait venir en septembre 2022, bien, dès octobre 2021, elle pourrait déjà faire sa demande d'admission. Habituellement, pour les programmes de maîtrise, je sais que chez nous, on offre plusieurs possibilités. On peut faire soit une maîtrise plus professionnalisante avec soit un stage ou un travail dirigé, ou on peut faire une maîtrise de recherche. Habituellement, dans 95% des maîtrises de recherche, on n'oblige pas non plus l'étudiant à avoir trouvé son directeur de recherche dans la première année. Donc, ça laisse le temps justement de venir commencer à faire une première année de cours, d'approfondir un peu plus le domaine, de rencontrer les professeurs et de voir avec qui, justement, on a envie de travailler pour son mémoire. Donc, avec quel directeur de recherche avec lequel on pourrait s'associer pour terminer sa maîtrise.
Super, donc très clair. Alors du coup, là le temps, il file, il nous reste plus beaucoup puisque après, du coup, Sandra et Émilie doivent bientôt terminer. Ils ont d'autres réunions. Ce que l'on propose sur cette fin, c'est de pouvoir peut-être répondre à encore une ou deux questions avant de pouvoir vous communiquer les coordonnées pour pouvoir continuer à échanger avec Sandra et Émilie. Mais peut-être avant de reprendre une ou deux dernières questions, est-ce qu'il y aurait un conseil que vous pourriez donner à tous ces étudiants tout simplement pour réussir ce projet d'expatriation et faire en sorte que ce projet soit une réussite? Quel est le conseil que vous donnez aux étudiants que vous rencontrez, que vous coachez chaque année? Moi, j'en aurais quelques-uns. Le premier, c'est vraiment de se renseigner. Et des fois, se renseigner, c'est pas simplement sur les sites web des universités. Parce que des fois, on se dit, tiens, oui, je veux faire programme d'études internationales. On a beau lire sur le programme, des fois, ça manque un petit peu de contexte ou autre. Il y a toutes sortes de systèmes qui ont été mis en place, que ce soit des podcasts, des webinaires d'information, des vidéos. Nous, on a un Instagram également qui est conçu par des étudiants français et belges qui donnent un petit peu leur point de vue sur comment ça s'est passé pour eux. Parce que souvent, c'est ça que les étudiants ont du mal à anticiper, voir comment concrètement ça va se passer au jour le jour pour eux. Et mon deuxième conseil, ça serait assurément, bon, peut-être pas au niveau master et doctorat, mais assurément au niveau baccalauréat, donc au niveau licence, c'est vraiment d'avoir le support de vos parents. Vous en aurez besoin assurément financièrement, mais également c'est le genre de projet qui se fait beaucoup mieux quand la famille au complet est impliquée dans ce projet-là. Très bien, merci beaucoup. Émilie? En fait, mon conseil il est le même que Sandra. Donc, je pense que c'est vraiment la clé de voûte, je pense. Donc, c'est vraiment donc, c'est ça. Donc, moi, c'est vraiment de vous renseigner. En fait, tout est disponible, donc, partout, que ce soit sur notre site web, à nous, le site web des universités. Puis, en plus, maintenant, avec la pandémie, on organise beaucoup d'activités virtuelles. Donc, il y en a à toutes les semaines, à tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, n'hésitez pas à justement vous inscrire, visionner les séances d'information, poser vos questions, bien lire les démarches qu'il y a à faire parce qu'en fait, souvent, on se fait poser des questions, mais tout est déjà là. Donc, il faut vraiment juste voir. Puis justement aussi, ces séances-là, participer conviez vos parents à la séance d'information pour que vous ayez toute la même, pour que vous soyez sur le même niveau. Donc, c'est vraiment super important. Puis, je pense que plus vous êtes bien préparé, plus après, quand vient le temps de faire les démarches d'immigration et tout ça, vous allez trouver ça super facile parce que vous allez déjà être super bien renseigné. Donc, c'est vraiment, donc c'est mon conseil. Super. Alors, on va prendre les deux dernières questions et ensuite on donnera les contacts pour qu'on puisse échanger parce qu'on n'aura pas pu répondre à toutes les questions, mais c'est comme à chaque fois. Une personne qui dit en Belgique, je paie 800 € sans bourse mes études. Au Canada, on voit des prix qui sont beaucoup plus élevés. Alors là, on rentre sur la partie financière. Là, elle parle de 30 000 €. Ça me paraît beaucoup. De quoi on parle? Je sais pas. Comment ça marche en fait la partie financière au Canada? Parce que c'est vrai que nous, j'ai envie de dire, je vais parler pour la France parce que je connais la France, mais je vais pas parler pour tous les autres pays. Mais nous en France, le système éducatif est relativement peu cher puisque l'université est gratuite, etc. Donc on a cette habitude-là. Si on veut partir étudier au Canada, quel est le budget qu'on doit prévoir? Est-ce que tu veux aller, Émilie? Pour, en fait, coût de la vie, si tu veux, puis après, pour les universités, je te laisse peut-être entrer. Donc, effectivement, au niveau, c'est sûr qu'il faut quand même venir avec de l'argent parce qu'en fait, c'est sûr que nous, en fait, peu importe où est-ce qu'on étudie, donc dans les universités, même les étudiants québécois paient des frais de scolarité, donc ils ne sont pas très, très élevés, mais on en paie quand même. Puis effectivement, pour les étudiants qui viennent de l'extérieur du Canada, c'est plus cher. Par contre, comme on le mentionnait, il y a des ententes entre justement la France et la communauté française de Belgique. Donc ça, c'est intéressant. Je vais laisser Sandra en parler peut-être un peu plus précisément. Mais effectivement, il faut en fait un certain budget. Puis aussi, en fait, quand vous allez faire vos démarches d'immigration, donc au niveau du CAQ, ils vont vous demander une capacité financière. Donc, on parle d'un montant, là, j'ai plus le bon chiffre en tête, mais c'est entre 10 et 15 000 $ canadiens que vous devez prouver
que vous aurez en termes de fonds. Donc, c'est pas de l'argent que vous devez détenir dans votre compte bancaire, mais si, par exemple, c'est vos parents qui vous appuient financièrement, bien, ça va prendre une preuve qu'il y a quelqu'un qui, justement, dispose de fonds qui sont équivalents à ce montant pour pouvoir venir faire vos études. Parce qu'on veut être sûr que lorsque vous arrivez sur place, mais que vous soyez capable de subvenir à vos besoins. Donc, ça, c'est déjà une étape qui est très importante. Par contre, c'est sûr que c'est quand même, c'est sûr qu'il y a des frais de scolarité qui sont là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Montréal, c'est une ville qui est très abordable. Donc, quand on compare entre les grandes villes canadiennes, Toronto, Vancouver, Montréal, c'était moins cher, notamment à cause du logement. Donc, les logements sont plus abordables. Puis, les prix sont beaucoup plus abordables que dans les plus grandes villes de l'Amérique du Nord ou de l'Europe. Donc, malgré tout, il y a quand même, c'est quand même intéressant de voir que Montréal se démarque bien au niveau du coût de la vie. Donc, c'est possible pour un jeune qui vient faire ses études de se loger et de se nourrir et de se déplacer sans avoir des frais très exorbitants. Puis là, Sandra, je te laisserai peut-être poursuivre au niveau des frais de scolarité avec les ententes, là, si tu pouvais. Oui, comme on disait tout à l'heure, les universités sont régies par les différentes provinces. Donc, les droits de scolarité ne sont vraiment pas les mêmes qu'on parle de la Colombie-Britannique, de l'Ontario ou du Québec. Donc, ça, c'est la première chose à voir. Et oui, ça peut varier énormément. Au Québec, oui, il y a les ententes pour les Français et les Belges francophones. Mais chacune des universités, en général, on a les droits de scolarité en 3 paliers. C'est-à-dire, on a le premier palier pour les étudiants québécois, donc qui habitent vraiment au Québec. On a un niveau de droit de scolarité pour les étudiants canadiens, justement une personne qui viendrait de Toronto ou de Vancouver. Et on a un tarif pour les étudiants internationaux. Donc oui, il y a une variation quand même dans les tarifs. Maintenant, je rappelle que pour les étudiants internationaux, à l'Université de Montréal, je ne peux pas parler pour les autres, mais à l'Université de Montréal, on a des bourses quand même qui font en sorte qu'on ramène souvent le droit de scolarité à quelque chose de plus intéressant. Et ça varie également énormément au niveau des cycles supérieurs. Donc, si vous visez une maîtrise ou un doctorat, sachez qu'au niveau des droits de scolarité, c'est quand même vraiment moins cher, notamment pour les Français et les Belges. Là, vous retombez au même niveau que les étudiants québécois. Donc, finalement, c'est pas nécessairement plus cher qu'une personne qui serait une personne de chez nous, tout simplement, pour la maîtrise ou le doctorat. Super. Et une dernière question très rapide où on va répondre pour Chris avant de donner les coordonnées de tout le monde. Est-ce qu'on peut faire une demande d'admission dans l'Université de Montréal sous réserve d'avoir le bac? Oui, et il faut le faire. Si vous attendez d'avoir terminé votre baccalauréat, vous allez être en juillet. Donc là, vous allez avoir raté le bateau pour l'année suivante. Donc vraiment, notre système est conçu pour que vous puissiez faire votre demande d'admission en cours de bac. Et comme je disais en début de webinaire, nous, on regarde vos notes de première, on regarde votre note de début de terminale également. Si ça nous convient, on vous envoie une lettre d'admission qui est conditionnelle à la réussite du bac. Super. Eh bien, merci beaucoup, Sandra, pour cette dernière réponse. Alors, globalement, pour tous ceux qui souhaitent continuer l'échange ou les échanges avec Sandra et Émilie, voici les coordonnées pour les contacter et continuer à discuter avec eux. Alors, je crois que sur l'Instagram, c'est le Je choisis Montréal et Montréalisez-vous. C'est géré par des étudiants francophones. Montréalisez-vous les, mais j'ai choisi Montréal, c'est vraiment nous de notre côté. Ouais. Voilà, d'accord, ok, très bien. Donc, ils pourront juste répondre. Un détail également concernant les demandes d'informations sur le site de admission.umontréal.ca. C'est vraiment si vous avez des questions sur l'Université de Montréal. Malheureusement, on ne sera pas en mesure de répondre aux questions des autres universités. Oui, voilà. Et de notre côté aussi, c'est pour les études sur Montréal. Donc, si vous avez un projet d'études à Vancouver ou à Toronto, il y a beaucoup d'informations qu'on ne pourra malheureusement pas vous donner parce qu'on n'a pas l'information. Bon, et ben voilà, j'espère que ce webinaire vous aura aidé. Dans tous les cas, si vous avez d'autres informations, vous allez recevoir un replay et vous pourrez le revisionner pour revoir un petit peu toutes les informations que Sandra et Émilie nous ont communiquées. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cet événement. Merci beaucoup Sandra, merci beaucoup Émilie pour toutes ces informations importantes que vous nous avez communiquées. Et puis j'espère que peut-être on renouvellera cette expérience, peut-être à d'autres moments de l'année, pour justement continuer à aider et coacher tous ces jeunes à venir vous rejoindre. Parce que là, je crois qu'il fait 20 degrés chez vous, donc c'est très bien. Oui. Merci beaucoup, très bonne soirée à vous tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.